नहीं संजय बाहर संजय का कोई नहीं झूठ मारी जिंदा संजय ये सिस्टम कितनी बारी है सारा दिन Yol. Là, peut-être tu regardes pas le live. Hey, salut. On va faire ça. Attendre que les gens rejoignent. Salut Zizou. Ça va. Salut, bonsoir. Salut, ça va. Ça ouais. Ça va. Et toi? Merci. Céleste. Le blond. Double white. Célestie, salut. Tchadia. Pidgey. Salut. Double white. Qu'est-ce que je... Ben, il y a toujours les oiseaux qui chantent. Dans le jardin, il y a toujours des oiseaux, il n'y a pas de problème. Le jardin, je ne vois pas où est-ce qu'elle est. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci Ibrahim. Merci Ibrahim, je vais bien, merci. Indiscrète, pourquoi indiscrète? Voilà, c'est un live, on pose des questions indiscrètes. Vas-y, pose-la quand même. Allez. Pose-la quand même. Quand vous étiez pilote, vous êtes déjà... Non. C'est des khurafat, ça. Il n'y a jamais eu de truc. On n'a jamais eu de secours. Salut JB. Salut Nordine. Ça va? Il y a une personne Allô. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Ah, salut. Oui, je te reçois 5, ouais. Ça va. Il y a Célestie qui a posé une question. C'est Célestie. Quand vous étiez pilote, honnêtement, vous êtes déjà... Avez-vous déjà vu des soucoupes ou des trucs bizarres? Non, moi personnellement, non. Personnellement, non plus. Non plus. Hola. Voilà. Salut Channel, hola. Hola a todos. Si. Voilà. Alors hier, je suis passé sur un live de platiste. Alors, je suis resté 5 minutes, même pas, le temps de leur dire que c'était des fous furieux et qu'il y avait... Le gars, il me dit, la science démontre qu'il faut monter à 20 km minimum pour voir la rotondité de la Terre. Ouais. J'ai dit, quelle science? Je ne sais pas laquelle science, mais
Voilà. Dans ces gens-là, il faut leur poser une question simple. Les sources. Donne-moi une source fiable, scientifique, cartésienne, une étude publiée et certifiée. À ce moment-là, on peut en discuter. Mais tant que Ouais. c'est de oui dire, tout le monde y va avec les sentiments. Alors, je lui ai cité l'exemple de la portée du VOR, par exemple. Je lui ai dit, si la portée du VOR, qui est une portée optique, s'il n'y Ouais, avait pas la rotondité de la Terre, à la limite, on pourrait le recevoir sur une Terre plate, on le recevrait à des distances fabuleuses. ouais. Or là, c'est pas du tout le cas. Et la formule que l'on trouve, c'est 10% de plus que la portée optique, c'est-à-dire c'est eu égard à la rotondité de la Terre que ça le fait. Enfin bref. Ceci pour dire, mais les gars, ils sont complètement allumés, hein, vraiment allumés. Hein. Non, tu sais, Enfin, j'ai l'impression que ce 21e siècle, il est un peu déglingué, puisque les gens veulent s'accrocher absolument à des choses euh, qui leur plaisent comme ça. Parce qu'ils font ce qu'on appelle du concordisme. oui, et puis pour dire que on n'est pas d'accord avec le Voilà. truc général, enfin ce qui est admis généralement, etc. Donc on veut se mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Voilà. Voilà. C'est du concordisme, simplement. Ouais, Tout exact, simplement. exact. Ouais. Il y a quelque chose qui lui plaît quelque part, il va dire ah oui, mais ça a été dit. Alors voilà, Ouais. je colle ça sur ça et je me dis je suis heureux. Alors, Célestine nous dit, est-ce que vous avez beaucoup d'heures de vol? Oui, on a beaucoup d'heures de vol, forcément. Quand on a été pilote de ligne pendant 30 ans, ou plus même, c'est sûr qu'on a beaucoup d'heures de vol. Voilà. Il faut compter en moyenne pour un pilote de ligne, pour que les gens sachent, entre 5 et 600 heures de vol par année, par an. Donc, en gros, hein, en gros. Ouais. Voilà. En gros, il y en a qui font plus, il y en a qui font un peu moins, mais c'est en gros ça. Voilà. Alors, c'est quoi le sujet? Eh ben, on parle d'aéronautique, on parle d'aviation. Voilà. Salut Si Nordine, vous avez salut des JB, questions. Salut, salut le chat. Farid, ça va? Salut Farid. Ça va bien? Ouais. Chaudement, chaudement. Oui, nous aussi, ici, il fait chaud. Il fait chaud. Alors, Aïd Mubarak, Octavia aussi, bonjour. De quoi avant là? J'ai entendu parler de Non, on parlait concordisme, parce de que 21e siècle. hier, je suis passé sur un live de platistes. Alors, je suis resté 5 minutes, le temps de leur dire que c'était des allumés, quoi. Et, et on parlait de ça avec Dondine, voilà. Et Ah, t'es intervenu? Farid, Ouais. même ceux qui croient, JB, même ceux qui croient au déterminisme, c'est-à-dire à chaque Ouais, cause ouais. qu'on fait, ceux-là même font de la philosophie seulement. Ils n'ont rien de concret, rien, mais absolument rien. Rien, rien. Non, mais de toute façon, il y a tu sais, il y a un grand psychiatre algérien dont j'ai oublié le nom, qui est décédé maintenant, qui avait écrit un livre sur la pensée paramagique. Et dans ce livre, il démontre que lorsque tu penses, quand tu es animé de la pensée paramagique, il n'y a aucun pont possible avec la logique cartésienne. Parce que quand tu n'accordes pas à chaque effet une cause logique et cohérente, tu peux pas à un moment te dire, attends, pourquoi, par exemple, pourquoi la Terre serait le seul corps céleste qui soit plat, quoi, par exemple. Voilà. Ouais. Selon quelle loi de la physique est-ce qu'on aurait un truc qui serait plat? Comment ça tiendrait? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est fou, c'est fou. Et si elle est persuadée, à convaincre, Non, 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 tu peux pas les persuader. Parce que de deux choses l'une, comme le disait Nourdine, c'est sur des on-dit, et puis c'est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est dire moi je suis plus intelligent que tout le monde, vous êtes des couillons, vous croyez que la Terre est ronde, etc. Moi je suis plus fort que vous. Et alors ça c'est une première approche. L'autre approche, c'est une approche religieuse. On était tombé une fois, il y en avait un
qu'ils avaient parlé, même ils avaient dit que dans la Bible, ils avaient trouvé que la Terre était plate. Il y en a qui trouvent que dans le Coran, la Terre est plate. Bon, après, on peut aller là où on veut, hein, c'est pas un problème. Bah, c'est exactement la définition du concordisme. Oui, oui, absolument. Voilà. Donc, il faut pas. Le gars, une fois, j'écoutais, j'étais pas intervenu. Une fois, j'écoutais, il y en avait un qui remettait en cause l'attraction universelle. Voilà, il te disait, non, ça n'existe pas, l'attraction universelle. Alors, dis-moi comment tu tiens. Dis-moi comment tu tiens, quoi, tu vois. Non, mais les gars, et puis, bon, ça part aussi d'une méconnaissance totale. C'est-à-dire que, par exemple, quand le gars, il te dit, il y en a eu plusieurs qui nous ont posé la question. Mais comment, quand vous pilotez un avion, comment ça se fait que vous poussez pas sur le nez ou pour pouvoir épouser la forme de la Terre? Mais il voit pas du tout que la verticale varie au fur et à mesure que tu te déplaces sur la Terre, quoi. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi, voilà. Enfin. Pour parler de Rodromie, alors. Faut carrément Non. Oui. oublier ça. Khalid, quelle est la Ouais, forme parce de qu'ils la se Terre? basent sur ça, eux. Ils voient un avion sur. Pardon? Quelle est la forme de la Terre? Pardon? J'ai pas entendu. Quelle est la forme de la Ah, Terre? à mon avis, et comme tu le dis toi souvent, je vais répéter ce que tu dis. Oui, mais je vais répéter ce que tu dis souvent. Là, elle est ronde et plate sur les extrêmes. Aplatie. Voilà, elle est ronde Aplatie. et légèrement aplatie. Voilà. Voilà. C'est une géoïde, c'est-à-dire qu'elle est aplatie au pôle et un peu élargie à l'équateur, du fait même de la force centrifuge, tout simplement. C'est facile de s'en rappeler. 6356 km, c'est le plus petit rayon au niveau du pôle. 6367, c'est le rayon moyen. Et 6378 km, c'est le rayon à l'équateur. Donc on passe de l'un à l'autre en ajoutant 11. Tu prends le milieu, 6367, moins 11, ça fait 6356, et plus 11, ça fait 6378. C'est comme ça qu'on s'en rappelle. Et ça a Et puis été, c'est tout. Puis voilà. ça a été mesuré Ah oui, pratiquement Et oui. une centimètre près. Pratiquement. Ça a été mesuré et 500 ans avant Jésus-Christ Exact. par Ératosthène Exact. entre Luxor et Alexandrie, voilà, tout simplement, avec un vulgaire bâton. non, mais tu parlais du 21e siècle, mais je vais te dire une chose, il y a quelque chose d'incroyable qui me frappe, moi d'ailleurs, c'est la remise en question de tout, de tout, de tout, de tout. Oui, oui, Il y a absolument. une remise en question de tout. Alors, Mohamed, il nous demande de parler du WGS 84. Alors, WGS 84, c'est World Geographic System de 1984. C'est le système de coordonnées qui a été mis au point et qui est utilisé par tous les systèmes de navigation maintenant. On s'est fixé donc ça pour justement prendre en compte la forme exacte de la Terre et que les GPS et autres systèmes de navigation prennent ça en considération. Alors bon, là c'est un peu difficile d'en parler sans faire des schémas, mais il faut savoir que les GPS et autres font varier la minute de latitude en fonction de la latitude. Je m'explique. Le cercle fait 360 degrés. Très bien. 360 degrés multiplié par 60, ça fait 3600 minutes. Ça fait 6300 minutes. Qu'est-ce que je dise pas de conneries? 21 600. Ok, bref. Toujours est-il que 1000 marins correspond à 1 minute de latitude. Mais 1 minute de latitude,
l'arc de 1 minute de latitude, il varie aussi avec le rayon du cercle que l'on considère. Et comme le rayon quand on prend la Terre dans sa forme exacte, c'est-à-dire sa forme légèrement aplatie au pôle, il est évident que le rayon du méridien, le rayon du méridien varie en fonction de la latitude. Je viens de dire d'ailleurs que au niveau de l'équateur, le rayon de la Terre est de 6378 km. Le rayon moyen, c'est 6367 et le rayon au pôle, c'est 6356. En conséquence de quoi l'arc intercepté par 1 minute d'angle au centre de la Terre n'a pas exactement la même valeur entre l'équateur et le pôle Nord. Et le pôle Sud, pareil. Très bien. Et donc, tout ça est pris en compte dans le système WGS 84, ce qui fait que le GPS et tous les systèmes de navigation, les IRS, etc., tous les calculateurs de position, prennent ça en considération pour calculer exactement la position. Donc, en fait, par exemple, quand l'avion se situe dans les hautes latitudes, pour une différence de latitude de 1 minute, le GPS comptera un peu plus qu'un nautique. Voilà, un peu plus qu'un nautique. Et du côté de l'équateur, il prendra purement un nautique, exactement, pour 1 minute de latitude. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, c'est le système de repérage de navigation. Voilà. Tu as Double Blanc qui me demande de te poser la question suivante. Si tu nous parles de l'éco-alpha. Pas sur le live. L'éco-alpha. Voilà. Sur live, il fait allusion sûrement à Marseille. Ouais, l'accident de Marseille. Ouais. Eh oui. Ça, c'est les anecdotes de Mus. Ouais. Il en parle en connaissance de cause. Hein. En fait, c'était un avion qui est arrivé à Marseille. Alors, il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas le truc, l'arrivée à Marseille sur la piste 32 à l'époque, maintenant c'est la 31. Donc, elle se fait on arrive au-dessus de Marseille, de la ville de Marseille, en gros, et on descend au-dessus d'un village qui s'appelle l'Épée de Mirabeau, et il y a une montagne, enfin il y a une colline qui est assez haute, et donc c'est une approche qui demande, qui est un peu plus pentue qu'une approche standard. Donc il faut, quand on fait cette approche-là, il faut diminuer la vitesse de l'avion un peu avant, plutôt que d'habitude, de manière à pouvoir descendre sans prendre trop de vitesse. Et ce jour-là, il y a un avion qui est arrivé avec une vitesse trop importante, et puis c'était pas faisable, quoi. Ils ont fini par se poser parce que c'est un bon avion, le 727, mais ça a failli se terminer dans l'étang de Berre qui est au bout de la piste. Voilà. En gros, voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'on a déjà survolé le pôle Nord géographique? Pour ma part, non. Moi, je me suis approché à peu près, c'est le 66e, à peu près au 66e, là jusqu'au 70e presque. De toute façon, quand on s'approche du pôle, quand on est dans les hautes latitudes, il faut changer le système de référence de cap de l'avion pour passer en vrai. D'accord. Parce que la référence magnétique n'est plus valable à cause de l'inclinaison du champ magnétique terrestre. Alors, est-ce que ça concorde ce qu'il disait JB avec Mustapha Double Blanc? Ah, moi je dis rien. Rod, il a dit que ça a disparu, c'est fini, on ne le voit plus. Hein. Ah, tu sais, bon, là, entre les... Ils volent beaucoup en ce moment, c'est le Hajj. Hein. Il travaille tous les jours. Et en plus, il a sa mère qui est très malade. Donc, quand il n'est pas à bord d'un avion, il est avec sa mère. Il est certain que piloter le Concorde, comme dit Moms, là, oui, ça devait être incroyable, oui, c'est sûr. Mais on n'a pas eu cette chance.
Il te rajoute une couche, je dis, mais 280 nœuds en finale, vont les casser, puis éclater au tissu. Ouais, là, bon, après, c'est autre chose. Moi, je dis qu'est-ce qui a causé le problème. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'avec un autre avion, ils auraient eu beaucoup plus de dégâts, Ah, hein, parce que. oui, il serait, oui, ça c'est sûr. Mais bon, normalement, étant donné la manière dont l'approche avait été engagée, normalement, c'était une remise de gaz. Logiquement, oui. Oui, alors, Helium-Mus, oui. Oui, le 66e Nord, oui, ça doit être à peu près du côté du Groenland, du nord du Groenland. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les systèmes de navigation qui se basent sur le nord magnétique perçoivent la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Or, le champ magnétique terrestre, plus on s'approche du pôle, plus il tend à s'incliner. Et à la verticale du pôle magnétique, du pôle nord magnétique, le champ magnétique est vertical. Donc la composante horizontale, à ce moment-là, elle est nulle. Très bien. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approche du pôle nord magnétique, qui est pas très loin du pôle nord géographique d'ailleurs, eh bien, l'inclinaison du champ magnétique terrestre devient telle que la composante horizontale de ce champ magnétique devient insuffisante pour donner une force directionnelle au système de calcul du cap magnétique, aux vannes de flux ou bien au compas magnétique simple, et donc l'indication magnétique n'est plus du tout valable. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Mais comme à bord des avions, il y a un système qui s'appelle la navigation inertielle, que ce soit l'INS ou l'IRS, ce sont des systèmes qui perçoivent, qui sont capables de percevoir quand ils sont au sol, lorsqu'ils s'alignent, ils s'alignent en fait sur le nord vrai. Et donc, les systèmes de navigation, en réalité, ils se basent que sur le nord vrai. Même si on met sur magnétique, même si on met les compas sur magnétique, certes, ils prennent l'information magnétique, ils nous donnent des caps magnétiques, etc. Mais le calcul, au fond du truc, il est fait par rapport au nord vrai. Voilà. Et du must. Sur un 30 ou tout autre avion, la préparation se fait justement. Alors, au top of descent, déjà, la procédure d'approche est déjà inscrite, enfin, elle est déjà mise sur le système. Et l'atterrissage, c'est la finalité de l'approche. Donc, pendant toute cette descente, il y a les checklists à faire et tout. La procédure étant déjà figée sur le EFD et le ND, surtout le ND et le FMC, soit 330 ou FMC ailleurs, la préparation se fait à ce moment-là. Donc, une fois qu'on décide qu'on a vu quelle piste, qu'on a la piste à l'atterrissage, qu'on a la météo pour et tout, l'approche est intégrée dans le système et le process commence à ce niveau-là. Et bien sûr, il y a la descente, l'approche, et la finale, et la courte, et l'atterrissage. Dis-moi, JB, je voulais te poser Oui, une vas-y. question concernant l'atterrissage et l'amérissage. Mmh. Donc, bon, il doit y avoir certainement, ça doit être les mêmes procédures. Et l'effet du downwash. Euh, Très honnêtement, dans la technique, comme on peut pas s'entraîner on peut pas s'entraîner par définition à l'amérissage. Le ditching, ça fait partie des procédures qu'on fait au simulateur, mais c'est pas forcément très réaliste. Euh, Certainement que ça doit perturber pas mal. Hein. Ça doit perturber pas mal. Surtout si on se pose sur une mer qui est relativement agitée, ça doit pas être évident. En plus de ça, on nous demande, si ma mémoire est bonne, on nous demande de nous poser parallèle aux vagues, c'est ça, hein, Nordine, hein. Ouais, Pas face à la vague. exact. On nous demandait de nous poser. Alors je sais pas, mais de toute façon, à ce stade, je vais te dire, le downwash, t'en as pas grand chose à faire parce que t'es vraiment en urgence de chez urgence, quoi. Hein. Voilà. Le seul truc à prendre en compte, c'est surtout la procédure avant, bien sûr, pendant la Fermer préparation. toutes les vannes et tout. Ouais. L'impact,
pour fermer les trucs. Il y a même un bouton sur les avions récents, il y a un bouton qui s'appelle ditching, justement. C'est qui permet de fermer toutes les outflows, les trucs et tout, pour que l'eau ne rentre pas d'une façon rapide. Donc ça va perdre un certain moment pour que ça n'arrive pas. Ce truc. Et ça, toujours encore, ça dépend, comme disait JB, l'impact. Nous, on le faisait au Simu, mais au Simu, c'est pas fidèle parce que c'est un crash au Simu. Ouais, Je ne c'est sais ça. pas ce que c'est que l'eau. Donc, on le fait rien que pour les exercices, Ouais, c'est pour tout. positionner les boutons, trucs et tout, et dire, ouais, on va faire un ditching. Bon. Et effectivement, il faut éviter de se poser face à la vague parce que ça va te renverser. Il faut se mettre parallèle aux vagues. Et voilà. Et prier le bon Dieu. Même Prier pas, le bon Dieu pour que ça se passe bien. pas le temps, ça n'a pas le temps. Voilà, voilà, c'est tout. C'est pour ça que le coup de Sully, bon, sur une rivière, c'est une chose. Oui. Sur la mer, on a vu, il y a un 767 de Cameroun, hein, c'était le Camerounais ou Éthiopian. Bon, on a vu comment ça s'est passé, hein, il a cassé une aile. Donc, et même sur le Hudson River, il a eu beaucoup de chance que les deux moteurs touchent exactement en même temps, parce que sinon, il partait en cheval de bois et l'avion se cassait complètement. Hein. Donc, non, c'est vraiment la manœuvre, c'est vraiment la manœuvre de la dernière chance. Hein. Chopinoga, le raisonnement déjà, il est faux dans ta problématique. Quand tu dis si la Terre était plate, donc sûrement il existe un recto verso. Je t'invite à regarder le film d'Avatar et tu vas comprendre. Donc tu as une Terre, ensuite tu as des monticules vers le bas, truc. Donc c'est tout ça, ça relève de l'imagination un petit peu de, de cet être humain qui n'arrête pas de déglinguer cette Terre. Il n'a rien fait, qu'il a tout donné pourtant. Oui, Mohamed nous demande, est-ce que pour les avions, vous faites la compensation du compas magnétique? Absolument, absolument. C'est fait par le technique. Ils amènent l'avion sur l'aire, ce qu'on appelle l'aire de compensation, qui est une aire qui est située sur un aéroport et qui est loin de toutes les influences magnétiques, enfin aussi loin que possible des influences magnétiques. On met l'avion en configuration, c'est-à-dire que l'on alimente les circuits électriques, etc., de manière à ce que, au niveau des champs électriques et magnétiques à bord, on ait exactement ce que l'on trouve dans la réalité quand on est en vol. Et puis, on fait tourner, on met l'avion face au nord vrai, on a des repères, hein, face au nord vrai, face au est vrai, etc. Pour chacun, alors c'est très compliqué hein, de faire ça. On a en fait, sous le compas magnétique de secours, il y a des petits aimants qu'on appelle des aimants de compensation. Et c'est toute une procédure. Alors, quand on est, en gros, hein, je vous dis ça, c'est pas, ne prenez pas ça pour vrai absolument. Par exemple, au nord, on va corriger la totalité de la déviation. Au sud, pareil, par exemple. Et puis à un autre cap, on va compenser la moitié de la déviation du compas, etc. Enfin bref, il y a tout un processus. Et au terme de ça, de toute façon, on ne peut pas avoir un compas magnétique qui soit parfait à tous les caps. Donc on relève une courbe de ce qu'on appelle la courbe de compensation, c'est-à-dire que l'on a en dessous du compas magnétique de secours, on a une petite carte qui nous dit à tel cap vrai, voilà ce que donne le compas magnétique. Par exemple, il va dire 360, il va vous dire, il indiquera 358. Au cap 0,45, il va indiquer 0,45. Au cap 0,90, il indiquera 0,91, par exemple. Hein. Donc on a cette courbe de compensation qui nous permet de savoir quelle est l'erreur du compas sur les 360 degrés de la rose. Voilà, c'est tout. Bon, le compas magnétique de secours, de toute façon, ça reste quelque chose un instrument qui est un instrument de secours. Hein. Bon, sur les petits avions d'aéroclub, à l'époque, on n'avait que ça, et un gyrocompas, mais qui n'était pas calé sur le magnétique.
Bon, il y a des gens qui ont navigué avec ça pendant des années, hein, mais évidemment, ça ne donne pas une précision comme ce que l'on a maintenant. Voilà, c'est tout. Mais c'est de toute façon obligatoire sur tous les avions, il y a toujours un compas magnétique de secours. Et Dieu maintenant, la manœuvre du capitaine n'est pas uniquement une trentaine de minutes, de kilomètres, non. Ça dépend encore une fois de la procédure. Mais les manœuvres, si tu parles manœuvre, c'est la manœuvre, elle commence au débranchement du PA, c'est-à-dire une fois que la piste en vue, que des minima sont atteints, là, la manœuvre commence à être prise en compte ou par le commandant ou par le pilote qui fait le vol pour se poser d'une façon manuelle. Ou bien, ils peuvent continuer d'une façon automatique. Mais l'approche en elle-même est déterminée par, justement, une fois que la piste est connue, la météo du terrain est connue, la piste est déterminée, la procédure à adopter va être insérée dans le FMGEC ou bien dans le FMC ou bien dans le système que ce soit VOR ou n'importe. Voilà. Donc elle se prépare bien avant l'approche. Et après, bon, ça demeure que du management jusqu'au minima. Deux choses, ou se poser manuellement, ou se poser de façon automatique, sans plus. Mais tout ça, c'est dans la Standard Operation Procedure de toutes les compagnies. Et voilà comment ça se passe. Salut Jedel, salut Sidi Saïd. Bon, c'est même pas la peine que je te demande s'il y a eu des nouvelles, du nouveau, parce que c'était l'Aïd, donc ça m'étonnerait qu'il y ait eu quoi que ce soit. En tout cas, la première fois que j'étais au truc, c'était mercredi passé. J'étais faire un tour au siège de l'Algérie. Tu as été? Non, non, pas encore. Ah, C'est magnifique, hein? il est magnifique. C'est vrai qu'il est Eh ben, magnifique. depuis le temps, hein? Et Odin, qu'est-ce que ça devient alors? Je pense que Odin ne leur a jamais appartenu, hein, Oui, je Steve. sais. Ils sont locataires, ouais. Et ça appartient à une famille française, je pense. Je sais Ouais, pas ouais. ce qui va se passer. Mais c'est vraiment bien fait. Vraiment, hein. Depuis le temps, hein? Oui. Les services sont aérés, c'est très bien dispatché. Tu as le sixième, c'est la DO, hein, le sixième étage. Oui, et puis maintenant, c'est à côté de l'aéroport et tout, donc ça, c'est Oui, bien, c'est voilà. très bien. Tu as les parkings souterrains. Ouais. Mieux Ah, que le bloc vert et toutes ces conneries-là, hein, voilà. niveau de parking. Non, c'est vraiment, franchement, je tire chapeau. Il y avait une petite critique qu'on avait faite, enfin, on en avait parlé, c'est par rapport à l'avion qui est explosé. Il y a un avion qui est explosé. Le petit Cherokee, bon, ben, c'est pas grave, hein. C'est rien. C'est un 737, Ouais. pas trop de place. C'est clair, bah oui, c'est clair. شلفاوي وانت لماذا لا تتكلم الفرنسية يا شلفاوي؟ puisque أنا لماذا لم أتكلم العربية؟ وانت لماذا لا تتكلم الفرنسية؟ ولا الإنجليزية ولا؟ إذا عندك سؤال في المجال الطيران تفضل. تفضل، نجمو نواجبوك بالدارجة، باللغة الفرنسية، بالإنجليزية، بالدارجة، باسكو حنا متمكنين في اللغة الفرنسية، وهذه اللغات في الطيران سي الفرنسية والإنجليزية. Voilà, combien d'heures? Et tu vois, معليش, je t'excuse pour ça, combien d'heures vous avez? J'ai travaillé pendant 40 ans et JB pratiquement pareil, il est sorti un petit peu avant. Mais voilà, combien d'heures? 17 000 heures de vol, 17,000 ساعة و17,000 ساعة في السيمولاتور في الجهاز Et تاع. moi, et moi 16 000 heures, 16 000 heures d'avion, et puis je sais pas combien d'heures de simu. Voilà. Voilà, voilà. Beaucoup aussi. معليش الاعتذار تاعك نتقبلوه يا سي شلفاوي. J'aime bien quand les gens comprennent et que voilà. حنا نتكلموا باسكو باش نفوتوا ان ميساج كيما يقولوا ميساج. Futur Risala. تعرف بيك جيبي، تعرف بيك سعيد. رسالة نتكلموا باللغة اللي نتمكنوا فيها، هذا ما كان.
واللي ما يجمش يفهم مليح يقول لنا يا با بروبليم، نسيو نديرو مجهود باش نتكلموا معاه بالعربيه، ولا كون جينا نتكلموا بالقبيليه نتكلموا بالقبيليه تاني، احنا ما عندنا حتى اشكال، ما عندناش اشكال. Et les heures de simu, Nordine, JB, est-ce que vous considérez que c'est légitime de les compter en heure de vol? Mais c'est des heures de vol. Mais ils ne sont pas comptabilisés comme heures de vol dans le carnet de vol, hein. Il y a une case spéciale pour les heures de simulateur. Ah, très bien. En plus de ça, nous, on a fait beaucoup d'heures de simu en tant qu'instructeur. Donc, on était à l'arrière du simu. D'accord, on n'était pas aux commandes du simu. Voilà. On contrôlait le simulateur, on créait la séance, mais on n'était pas aux commandes. Voilà. Bah, En général, un pilote qui se présente, il ne s'enorgueille pas, je veux dire, des heures de simu. Il parle que des heures actives en vol, quoi. non, quand il se présente, le pilote, on va lui dire, vous avez combien de pics? Piloting commando, il va leur dire, j'ai 5000 heures. Est-ce que vous avez fait vos assessments, les recurrents et tout, parce qu'il était pilote normal ou commandant ou first officer? Il va sortir ses simus qu'il avait fait. Donc on va voir qu'il avait fait ses récurrents. Donc il est à jour. Le simu, il sert à renouveler la licence. Nous, on te parle, dans le packaging qu'on a fait, les 17 000, c'est des simus en instructeur. On faisait de l'instruction, de la formation pilote, etc., etc. Mais on ne les comptabilise pas comme étant un packaging d'heures de vol pour faire valoir le nombre d'heures de vol. C'est pour ça que je te dis, j'ai 17 000 heures, 600 et quelques d'heures de vol effectives, et j'ai autant au simulateur, c'est-à-dire 17 000 et quelques au simulateur. Mais quand tu es payé, la paye, le simulateur dans le temps, je me rappelle même plus, c'était insignifiant le truc. On ne payait pas des masses, hein, pour le sim. On y perdait à faire du On simulateur. perdait à faire du sim, on y perdait réellement, hein. Et ensuite, Donner des cours, je te dis pas, c'était encore pire. exact. Alors, donner des cours exactement comme. Tu te rappelles 87 à l'IHFR et trucs. Ouais. C'était du bénévole la pratique. Ouais. Mais. Parce que on pouvait pas, il y avait des règlements qui faisaient que bon. Mais on s'en foutait parce que au moins nous, on peut dire que l'on a algérianisé la formation. Au lieu d'envoyer les gens se faire former à l'étranger, ben, on a l'honneur d'avoir formé des pilotes en Algérie, voilà. Voilà. Donc, si je comprends bien, donc l'intérêt premier du simu, quand on vous pose la question de savoir combien vous avez enfin, est-ce que vous avez des heures de vol en simu et combien d'heures vous avez, c'est surtout l'aspect mise à jour, quoi. L'aspect vous êtes à jour, quoi, par rapport à. Oui. Et pour nous instructeurs, c'est une formidable occasion d'apprendre. Parce que non seulement on apprend aux autres, mais nous-mêmes, on apprend énormément. Parce que les équipages que tu formes ou que tu contrôles, c'est pas des manchots, hein. Ils sont aussi capables que nous, hein, c'est pas le problème. Et donc, des fois, parce qu'on vit quand même, on fait vivre des situations qui sont très complexes, des fois l'équipage prend des décisions que peut-être on n'aurait pas pris nous, qui peut-être nous dérange un peu dans notre petit confort intellectuel. Tiens, et il a pensé différemment. Alors après, il faut se poser la question, est-ce que c'est mieux que ce que j'aurais fait moi, ou est-ce que c'est moins bien? Si c'est mieux, il faut savoir pourquoi. Si c'est moins bien, il faut expliquer pourquoi. Est-ce que la sécurité a été mise en cause, etc., etc. Donc pour les instructeurs, c'est un exercice extraordinaire. C'est une chance inouïe que d'être instructeur. Voilà. Exact. Tahar, Salut. Salut, Ah, salut. Farid, JB, salut Nordine, صحة عيدكم. ça va aider, ça va, Mubarak. Sabi? Ça va très bien et vous? Ça va. Il y a La longtemps qu'on t'a reprise pas vu. aujourd'hui. Ah, d'accord. Ouais, j'étais vraiment dépassé pendant ce dernier congé. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à Alger-Constantine. Ouais. J'ai vraiment pas profité. Mais bon. J'ai repris aujourd'hui le boulot. Eh ben, c'est bien. Tu dois être au Et sud. ça, Pardon, Nordine? Tu dois être au sud, là, en ce moment. Oui, oui, je suis à Hassi, oui. J'ai Ah, 42 degrés. quand je réponds 2 minutes à. On en a parlé, docteur Bisou.
vous faites des simulateurs d'atterrissage. On en a parlé tout à l'heure. Au simulateur, le simulateur n'est pas fidèle pour les amérissages, donc il n'est pas conçu pour ça. Il est monté sur vérin, c'est exactement le même style que l'avion, mais vu que le simu ne reconnaît pas l'eau, donc la surface d'eau, on fait une simulation d'amérissage en faisant toutes les procédures, à savoir le bouton ditching, la procédure ditching, etc. Et des fois, on laisse faire jusqu'au crash pratiquement, parce que ça, c'est considéré un crash, l'amérissage. Mais juste avant, on a des boutons, on a un bouton d'emergency pour mettre le crash inhibit pour ne pas déglinguer le simulateur. Voilà, donc, mais on le simule, on dit voilà comment ça se passe, et on peut le faire jusqu'au bout, mais on n'a pas la sensation de flottaison de cet avion sur l'eau, ou bien en conditions réelles, parce que sinon, il va falloir créer. Bon, ça va venir, hein. Si tu te permets, Nordine, JB, tout à l'heure, tu n'as pas compris ma question. Parce que bon, je sais, enfin, tu as compris, certainement, mais par rapport au Danwash, Voilà. bon, j'ai trouvé que cet environnement, c'est-à-dire liquide, en parlant d'amérissage, l'effet du downwash, c'est-à-dire quel effet aurait-il alors une surface dure comme le sol, bon, on connaît son effet, mais quel pourrait être l'effet du downwash sur l'eau? C'était pas le, je sais que bon, Ça, c'est le marin. l'amérissage, Là, c'est le marin qui va te répondre. C'est que, en fait, quand il y a des vagues, il est certain que quand il y a des vagues et du vent, il est certain que la forme de l'eau, la forme que prend l'eau, va modifier l'écoulement de l'air. Donc, il est évident que le downwash ne va pas avoir l'effet exact qu'il y a, la diminution enfin l'effet de sol d'une manière générale. L'effet de sol n'aura pas du tout le même effet que celui qu'on peut rencontrer sur une piste, qui est quelque chose de plat et sur lequel, quand il y a du vent, ben le vent, on va dire qu'il va être plus ou moins un écoulement laminaire. Là, ça va être un écoulement turbulent, ben forcément. Au-dessus de l'eau, ça va être un écoulement turbulent. Voilà. Et plus il y aura du vent, plus l'écoulement sera turbulent. Voilà. Donc là, je pense que l'effet de sol va être quasiment annulé, hein. Il y aura pratiquement pas de, comme ça a priori, hein, il y a peut-être dû avoir des études qui ont été menées là-dessus, mais a priori l'effet de sol n'aura pas ou très peu d'effet, quoi. D'ailleurs, même ceux s'il était là, comment il s'appelle, notre ami Walid, qui fait Avion. de l'hydravion, même eux, quand ils font de la simulation, ils ne peuvent pas le faire au simulateur. Ils le font en réel sur les lacs. Parce qu'ils ont tellement de lacs au Cap. Et ce qu'avait dit Morad lorsqu'il a fait un vol avec lui, et il l'avait souligné même, apparemment, même au décollage, il ne tire pas sur le manche comme on peut tirer, en fait, il décolle en faisant une toute petite variation d'assiette. Parce que justement, c'est complètement différent de l'effet qu'il y a sur un sol dur, quoi. Pilot, le programme est chargé ou pas? Ah, pas vraiment. Maintenant, ils nous ont fait un nouveau truc que je suis pas très, très d'accord avec. Le stand-by. Tu viens de la maison pour essayer rester ici en stand-by Ouais, mais et tu es payé. attendre si quelqu'un y va. Mais tu es payé au moins 3 heures. Non? Non, non. Mais si tu fais un stand-by, même si tu n'es pas déclenché, dans tous les stand-by, on te paye un forfait de stand-by. Si tu es déclenché, Madame Nash, tu vas faire ton vol. Donc, c'est un packaging heure de vol. La rémunération, c'est en bloc, quel que soit, Nordé. Tu travailles pas, tu es payé. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pas le même système de. C'est la même chose, genre, tu restes à la maison 2 mois, tu es payé la même chose que si tu travailles pendant un mois à plein régime. Ok, ok, d'accord. Donc, Stand-by, Saïd, Sidi Saïd Zara. Stand-by,
quand on est à l'aéroport, mais qu'on attend pour faire un vol, on est là et on va être, si on est déclenché s'il manque un pilote. Voilà ce que ça qu'on appelle le Ça stand-by. ça te concerne d'autant plus, Zara. Ça Les va, ça va la PNC, concerner, ça va la ça va la concerner, puisqu'elle concerner. va en Les faire du PNC, c'est du stand-by. stand-by constant. Elle va en faire du stand-by à l'aéroport et à la maison. Oui, C'est l'heure Amine, fatidique pour moi. C'est l'heure fatidique. À tout à l'heure. à tout. Ciao, ciao, à tout à Oui, l'heure. Amine, c'est vrai, tu as raison. C'est 4 heures. Un stand-by, c'est 4 heures de béton. Ce qu'on appelle, enfin, pas le béton, stand-by. Ce stand-by, ça les fait souffrir, les PNC, hein. Il y a des jours où il reste 2 jours, 3 jours à attendre à l'aéroport avec des heures. Non, non, non. Non, non, c'est bien ventilé, non. Ça dépend des vols. Des fois, ils assurent des vols. Ils couvrent un vol, c'est-à-dire un long courrier ou un moyen courrier. Si le vol, par exemple, il y a un éventail de vols de 8 heures à midi, il y a, disons, une quinzaine de vols. La personne a dit qu'elle vient à l'aéroport de 8 heures, par exemple, à midi, 4 heures. Si elle est déclenchée, alors il est déjà des fois préférable de faire le stand-by, puisque c'est payé, comme disait Emina, de 4 heures, que de faire être déclenché et faire un Alger-Constantine-Alger, par exemple. Donc, tu vois, Oui, bien sûr. Je il y a, il y a- comprends, hein. il y a des commodités, il y a des trucs, il y a le café, il y a des trucs, bon, les gens sont, il y a une salle de repos, il y a quand même les commodités. Il ne faut pas la maintenir. Ils ne sont pas debout, haka, au garde à vous. Et c'est, des fois, il manque, à cause de la circulation, tu as vu ce qui se passe à Alger, la circulation, des fois, le gars préposé au vol avec n'arrive pas à atteindre l'aéroport dans les temps impartis, donc pour ne pas pénaliser le vol, il déclenche l'alerte AEDEC. Ouais, donc, quand il arrive, il est mis en stand-by, il attend le truc, il peut aller sur un autre vol, etc., etc. Ce qui posait problème à un moment donné, c'était les longs courriers. Donc les gens ramenaient leurs affaires, c'est-à-dire c'était la grosse valise quand c'était Pékin et tout, et passer 4 heures là-bas. Bon, mais sinon, non, c'est quand même réglementé, Khalid, attention, il ne faut pas croire. Hein. Tu sais, dans le temps, pour moi, pourquoi j'ai dit que je suis pas très d'accord avec, parce que tu es sur un site, alors que les avions sont sur d'autres sites. S'il arrive un pépin, par exemple, Ouais. il n'y a pas un moyen comment rejoindre l'endroit pour décoller. C'est ça le problème, c'est que... Oui, mais ça aussi, c'est un risque. Tu vois, vous avez des bases de vie, des bases, ou un site un petit Elles peu. sont loin, Nordin. Oui, c'est ça, mais elles sont loin. Mais je pense que, je sais pas comment le travail aérien s'organise à ce niveau. Je peux pas te dire. Puis, l'autre truc, je crois que c'est la fermeture de l'aéroport s'approche, hein. C'est pour bientôt. Là, il y a Nice qui pose la question. Bonsoir, les approches des AUH sont-elles effectuées comme publiées sur les cartes où l'ATC autorise des directs vers l'IF? Si, probablement, bon, ça c'est clair que, d'après moi, bien sûr. C'est comme sur les cartes ou quand il y a la possibilité de demander une directe ou une approche à vue. Donc, libre à toi de faire ton approche dans les normes et les limitations, c'est tout. Mais en Mais général, sinon, quand il y a du trafic ou quand c'est en IMC, c'est sûr que tu vas faire la procédure complète IFR, IMAD et ILS, voilà. De l'ATC, c'est ça, hein, c'est le cap, la vitesse, l'altitude, euh, c'est de la régulation. C'est de la la régulation. régulation, voilà, hein. Et des fois, il y a pas beaucoup de... Le problème, c'est quand il y a toutes les arrivées. Au Mandab Hassim Soud, il y a beaucoup d'arrivées de différentes bases. Voilà, tout dépend des arrivées, exactement. Et quand il- Surtout le mardi et le mercredi, voilà, il y a beaucoup de trafic le matin. voilà. Et il y a aussi les vols de Madrid jeudi, mercredi, mardi, mercredi, jeudi.
Et puis tu as Alger, Constantine, En un dehors du fait peu. qu'il y a les réguliers, voilà, des vols Oui. réguliers. Sauf, chaque fois, moi je conseille aux pilotes, chaque fois que tu peux faire la procédure, fais la procédure. Pour éviter de faire un vue, parce que c'est comme ça, tu es protégé quand tu fais la procédure. Et ben c'est comme ça, il faut réguler. La TC ne va jamais te dire non, non, en fait une approche à vue passif, hein. Jamais, jamais. Voilà, Nordin, des fois, tu sais, c'est ماشي غير super كافوك et on نحط لي la fréquence ILS et je le glide et tout et je vérifie, je cross-check parce que à la بالك احنا dans le sud à la بالك on vole beaucoup dans des endroits où c'est les approches sont à vue. Ouais, Donc si on s'habitue à faire que des approches à vue, à un moment donné tu vas perdre les réflexes de l'IFR. ouais, ouais, exact. Je me rappelle, Nordine, tu t'en rappelles certainement de cet intervenant sur le guest qui nous parlait justement de ces vols un peu brousse, qui craignait justement, c'était pas c'était des turbopropres, Ouais. des turbo, qui craignait de perdre justement toutes ces références-là. D'où la formation et les recurrences, d'ailleurs. Et on le constatait quand les gens, par exemple, le gars, il faisait que ça. Les cibles et les recurrences sont faits pour rappeler aux gens qu'il y a des procédures à respecter et à faire dans les normes. Après, ils reviennent un petit peu dans le truc, hein. T'en fais pas, c'est des trucs que tu n'oublies pas, même si tu as fait du voilà. Mais bon, il faut pas trop qu'il va avec pilot s'habituer à ça. C'est vrai, ça va être que j'ai dit, ok, le petit Jazer, salut. Yanis, vous avez une division algérienne sur les ATC virtuels. C'est bien. Hé, 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 hé. Ça a été ton Je peux te voyage, poser Nordin? Hein? Ton voyage, ça a été? Oui, oui. J'allais t'appeler Farid. J'ai fait un ouais, stop. ouais. Ouais, tu m'as dit que tu étais en voyage, j'ai pas voulu insister. Et j'avais envie de voir personne. Ah oui, c'est le but des voyages, hein, c'est de s'éloigner de tout, hein. Voilà. Ah, j'avais des trucs Ah, à voir. ça fait du bien de se vider la tête un peu. Non, je ne suis pas. Je suis pas parti pour me vider, je suis parti pour me la remplir, au contraire. Alors le terme voyage n'est pas approprié. Et c'est-à-dire, ouais, c'est que je partais quelque part. À Debek. Ouais. Mais dis-moi, Tahar, puisque tu me parles, bon, en général, c'est super Kavak, il n'y a pas de souci. Bon, de temps en temps, quand même, tu te permets enfin, tu te permets d'utiliser l'ILS, donc le glide et le lock. Bon, imaginons que l'ILS, le lock ne fonctionne pas. Et il n'y a que le glide. Il y a, Comment, il y a bon, une procédure. Il y a une comment? procédure pour ça. Il y a une procédure. Ouais. Oui, exactement. C'est glide slope out. Ça Glide s'appelle stop, un peu. ou lock out, ou glide stop live. Il y a toujours une procédure. Alors, attends, Galaxy, c'est un réseau mondial de simulation aérienne en ligne totalement gratuit qui permet aux passionnés de devenir pilote virtuel ou contrôleur. C'est excellent. Et tu le fais ça à partir d'où? D'Algérie. Tu es inscrit au niveau sur ce réseau, c'est bien. Ah, la jeunesse à drogue là est connectée, gars. Elle est connectée. La technologie. C'est ça, frère, c'est ça. Ça fait plaisir de voir les gens bien l'exploiter. Oh, moi, je trouve que c'est excellent parce que les gens, Bien c'est. sûr. Je savais pas qu'il va c'était donc tu pouvais comme ça créer un truc national ou je savais pas. Ouais, Je sais pas s'il peut monter Yanis pour nous en parler, non? je sais pas. On va lui envoyer un truc. Je l'évite. Ashman. ما أحبش.
Oui, il y a une autre, bien sûr, il y a toujours un moyen de moyenner. Lock sans glide, glide sans lock. Ah, l'approche de 3D, elle se transforme en 2D. Elle passe en 2D. Bien sûr, nous avons des logiciels Ou carrément en NPA, Non-Precision Approach. Il y a des gars de oui, bien sûr, nous avons des logiciels destinés aux ATC ou aux pilotes. On a une communauté algérienne d'environ 100 pilotes actifs. C'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, bon, il y avait- c'est excellent. Des membres plutôt, pas pilote seulement. Moi, ça veut dire que les membres, ils ont une centaine de membres, donc dans des pilotes, probablement. Eh ben, c'est bien. Nordine, il y a beaucoup de très jeunes pilotes qui se sont habitués à faire des flight sim ou des entraînements sur simulateur virtuel et tout. Ouais. Et tu remarques la différence quand ils entament la formation, ils se retrouvent mieux que quelqu'un qui n'a jamais touché à ça, à une manette ou. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Parce que d'abord, il a l'adaptation mentale à ce niveau-là. Il lui reste que greffer dessus la gesticulation et le know-how, parce qu'il a le know-how plutôt, il a déjà la connaissance, greffer dessus l'entraînement et la connaissance qu'il faut, la théorie qu'il faut, et c'est bon. Hein. Sûrement avoir des travers. Que c'est Et, pas, des travers, il y en a obligatoirement. Ils ont de mauvaises habitudes, c'est obligatoire. oui, tu peux pas, dans des trucs comme ça, tu peux pas avoir du 100% parfait, c'est impossible. Euh, Encore une fois, je me rappelle de notre sélection, en 82, quand il y avait la sélection, ils avaient dit ceux qui ont fait de l'aéroclub vont être checkés en sélection de cette façon. Ceux qui n'ont jamais fait d'aéroclub, ils seront checkés de telle façon. Donc tu as vu déjà, on te fait la différence. Pourquoi? Parce que avec la main, je mergue, et tu arrives comme ça et tu dis, bon, moi je suis un novice, je ne connais rien. Et quand la gesticulation t'attaque, on va tout de suite savoir que tu as des bases. Donc on va le savoir. Donc tu deviens un tricheur quelque part si tu ne le dis pas. Mais en même temps, en fait, les documents, on va le savoir parce que tu as toujours une trace d'un pilote privé, des licences pilote privé, d'un passage aéroclub, etc., etc. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'on a toujours prôné l'honnêteté intellectuelle dans ces trucs-là. Le Et puis gars, même, Yanis, quand il arrive, tous les gens, s'ils vont épouser une formation plus tard de pilote ou de contrôleur aérien, ils vont faire valoir leurs connaissances déjà acquises au niveau de ce réseau. Et ça va être plus simple pour eux d'avancer. Voilà. Mais c'est il y a quand même d'autres une. composantes. Il Mais y a c'est d'autres quand même. composantes. Il y a Mais le CRM et, excuse-moi, Oui, JB, ça vas-y, c'est... je t'en prie. ouais. Non, mais c'est aussi une arme à double tranchant parce que, comme le dit Nourdine avec raison, euh, tu peux avoir fait de l'aéroclub, mais tu peux si tu as eu la chance de tomber sur des instructeurs qui t'ont formé déjà dès le départ à être discipliné, etc., c'est un gros avantage que tu vas avoir lors d'une sélection. Par contre, si tu as volé un peu à la babla, on va dire, ça peut être déformant et ça peut te jouer des tours. Donc maintenant, pour ce que tu disais, le CRM, à ce stade-là, au niveau des petits avions, il n'y a pas de CRM puisque c'est monopilote. Donc si tu veux, le CRM, c'est surtout quand on est en multipilote. Hein, c'est Moi, pas je sais pas voilà. si tu as assisté au début de la conversation. Non, non. On parlait de ces jeunes-là en ce moment qui sont sur Flight Simulator, sur Rivao, Ouais. etc., qui ont quand même. Et Tara nous disait qu'ils avaient quand même beaucoup plus de facilité à l'apprentissage. Mais bon, je disais qu'il n'y avait pas que l'aspect technique, il y avait aussi le CRM, etc., etc. Ah oui, C'est ça, d'accord. on parlait pas de petit avion, on parlait de. Mais d'accord. Voilà. Oui, moi je sais pas si c'est franchement,
Je ne sais pas si c'est une bonne chose. J'ai piloté sur ces simulateurs-là. J'ai mon neveu qui a un ordinateur extrêmement puissant. J'ai fait du 727 dessus, etc. Bon, moi, il me semble, en tant qu'ancien pilote, il me semble que quand on attaque directement sur des avions de ligne, on n'a pas une vraie idée de ce qu'est le pilotage. En plus de ça, bon, soyons très clairs, ces simulateurs-là, c'est pas, c'est du presse-bouton, hein. On fait tout pratiquement en automatique ou presque, hein. Donc c'est pas extrêmement parlant. Bon, mais ça vous familiarise avec des machines que l'on va pas piloter au départ de la vraie formation. C'est ça le truc. Salut Mahidine. Bonjour à tous, bonjour les amis, Salut la famille. Bonjour. ça va, vous allez bien? Ouais. Sahar, Farid, Alhamdulillah. JV. Salut Mahidine. Alors, Captain, je voulais parler du système de navigation inertielle. Est-ce qu'il existe toujours sur les avions de nos jours? Bien sûr, il existe toujours. C'est le système de base. En force. La seule différence, c'est qu'avant, c'était les INS, donc des centrales qui étaient purement mécaniques, on va dire, et dont la stabilisation était un peu difficile. Et maintenant, on a des IRS qui sont stabilisés par laser, mais c'est la base de la navigation, puisque ce sont des systèmes qui sont totalement indépendants des équipements au sol, et qui sont couplés à des GPS, ou même le VOR pour des recalages, parce que un système de navigation inertielle, il a ce qu'on appelle une dérive, hein, qui est légère, hein, mais qui n'est pas pile poil. Donc le GPS, qui est plus précis, est utilisé pour le recaler, voire on peut utiliser également le VOR. Voilà. Et on a le mix. Merci. Mais le cœur du système de navigation, c'est l'IRS. Enfin, 3 Dis-moi, IRS. Dis-moi, JB, j'essaie de renseigner quelqu'un là. Excuse-moi 2 minutes, Mahidine, à ton propos, qui me demande si tu es pilote instructeur. Je lui dis que oui, ou en Algérie, il m'a posé la question. Et là, il me demande si tu travailles chez Sky Training. Je peux dire que non. Mais maintenant, si tu veux citer l'école où tu travailles, il voudrait savoir. C'est Gabriel. Je ne sais pas si tu le vois sur le chat. Bon, ben, je travaillais, bon, parce qu'en ce moment, j'y suis pas, je travaillais pour ATS, voilà. Aviation Training School à Zeralda, et les vols à Sime Saoud et à là-bas. Voilà. Et j'ai eu l'honneur d'être l'un de ses étudiants, de ses élèves. Mais moi, ce fut un plaisir, voilà. L'honneur et le plaisir. J'avais complètement oublié ça. Tu nous l'avais déjà dit, ouais. Ah, mais, Tu avais fait la MCC, t'avais fait la MCC avec moi, non? Sincèrement et honnêtement, c'est pas pour lui jeter des fleurs parce que il en a pas besoin. C'était un vrai plaisir de l'écouter en classe, comment il nous expliquait les trucs en détail. Il insistait sur des trucs, même en extra module. Vraiment, c'était un plaisir. Je m'en rappellerai toute ma vie. Si, tu vois. C'est avec plaisir. Tu sais, moi, tous les stagiaires que j'ai eus, en fait, enseigner, il y a une alchimie qui se produit. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'avait dit Molière, Molière, oui, dans une de ses, je crois que c'est Molière, mais enfin bon, bref, un auteur classique français. C'est parce que c'était toi et parce que c'était moi. Et en fait, chaque groupe que l'on a à former, il y a une nouvelle ambiance qui se crée, il y a des nouveaux liens qui se créent et on n'enseigne pas de la même manière avec chacun des groupes. Voilà. Et je me souviens que c'était avec grand plaisir que je t'ai formé parce que c'était un bon groupe aussi. Voilà. C'était des groupes actifs où les gens étaient réactifs. Voilà, c'est bien. يا طار اسبانيول قال لك يا وفاقو فاقوا به يا نور الدين. انا راني ناظر اون ديريكت. وفاقوا به هو. Pour utiliser le vocabulaire des boulangers, JB, est-ce qu'il y avait des fournées plus intéressantes que d'autres? Indéniablement, Bien sûr, indéniablement. toujours, Il y a des toujours. groupes,
il y a des groupes qui sont beaucoup plus intéressants parce que tu vois des gens plus motivés, tu as des gens qui posent des questions, qui cherchent à aller plus loin, et puis tu as le gars qui croit que en essayant d'apprendre par cœur, ça va le faire. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des groupes avec lesquels on a plus de plaisir à enseigner qu'avec d'autres. Mais après c'est à l'instructeur aussi de créer la dynamique de groupe. Hein. Exact. Je pense pas que c'était une douleur les questions. Jaloux, Pagnol, il est jaloux. Il a pas eu la chance de Ouais, te là, voir il a, comme, il comme a, il a instructeur. pas le truc. Et je vais te dire, quand on fait une formation d'instructeur, euh, on nous apprend entre autres à poser des questions. Et on nous apprend surtout les questions qu'il faut éviter, les questions qui sont idiotes, les questions pièges, etc. C'est ridicule à poser. On doit poser des questions qui sont straightforward, qui demandent une seule réponse. Et si on demande l'explication, l'explication elle doit être connue, claire, nette et précise. Tout l'art de l'instructeur, c'est quand il corrige la question, c'est d'être capable d'expliquer le pourquoi du comment. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est important. Farid, pour information, je me rappelle, JB, c'est pas le gars qui te pose des questions qui se retrouvent dans le livre, par exemple, où si tu vas chercher, tu vas la trouver. Il te donne un scénario, par exemple, quand on a fait le POF avec lui ou Gina, il te donne le scénario, il te laisse imaginer pour voir notre raisonnement de pilote. Est-ce il se rapproche ou il est juste ou il est complètement à côté. Ouais. Il laisse libre cours bien sûr, je comprends, je comprends. La manœuvre, encore une fois. Le but de la manœuvre, c'est de comprendre pourquoi cet avion vole et comment il vole, pas seulement au point de vue de l'aérodynamique, comment on navigue, comment. Par exemple, tout à l'heure, je voyais sur Facebook un gars qui était un groupe aéronautique aussi, il parlait du computer mécanique. Le computer mécanique, même si on n'en a plus besoin maintenant, c'était quand même un appareil qui a permis aux gens et qui permet toujours aux gens de comprendre la finesse, le mécanisme de ce qui se passe, de comprendre quel est l'effet du vent sur un avion, qu'est-ce que les ordres de grandeur des conversions, qu'est-ce que c'est que les différentes corrections sur la vitesse, les différentes corrections sur l'altitude, etc., etc. Ça permet de comprendre et de ne pas être là comme un idiot à subir le vol. Là, on comprend le vol, on comprend les arcanes, les finesses du vol. Voilà, c'est ça le but de la manœuvre. Oui. Capitaine, est-ce que je pourrais poser une autre question, s'il vous plaît? Tellement. Merci. Est-ce qu'il y a eu déjà des décollages en crabe? Oui. Dans le vent. B- C'est un décollage dans le vent. Sur B-52, le B-52, il décolle comme ça et il atterrit comme ça. Parce que, étant donné que il a des ailes qui sont des ailes hautes, mais qui sont avec un dièdre négatif assez fort, ils peuvent pas mettre l'avion en glissade à l'atterrissage. Et donc, ils sont obligés de le poser à inclinaison nulle. Donc, c'est le train d'atterrissage qui se met de travers. Si vous regardez le train d'atterrissage du B-52, il est particulier, c'est pas le même que les autres avions. Mais des Et, décollages dans le vent, oui, aussi, on fait ça même sur des avions normaux. et est-ce que la poussée automatique peut-elle maintenir l'avion aligné avec la piste pendant le vol en crabe? C'est la mise en puissance qui diffère. C'est 50, 70, ensuite full. Ça, c'est pour donner une première impulsion, la deuxième impulsion, troisième, et décoller manche dans le vent, et ensuite rétablir l'axe. Mais toujours rester dans l'axe. C'est-à-dire que c'est une technique au décollage dans le vent, ou à l'atterrissage dans le vent aussi, en crabe. Oui. Voilà. Mais imaginons, Nordine, JB, Haydin, c'est une question intéressante. Bon, tu décollage en crabe, engine failure, la dissymétrie. Never mind, c'est pareil, c'est exactement pas. Tu fais avec.
ce qui est important à retenir pour un décollage avec vent travers. Alors, essayez d'imaginer la problématique. Bon, on a un axe de piste sur lequel l'avion doit rester. Physiquement, l'avion, tant qu'il est au sol, il faut qu'il soit sur l'axe de piste. Et déjà, bon. Donc, l'orientation de l'avion, elle est donnée. Maintenant, vous avez un vent travers. Donc, imaginez ce qui se passe à l'entrée des réacteurs. Les réacteurs aspirent de l'air, mais l'air, quand il est aspiré, vous êtes d'accord avec moi que quand il y a un vent travers, la vitesse de l'air qui rentre dans le réacteur se compose avec le vent travers. Et donc, lorsque l'on met la puissance, automatiquement, on a l'air qui arrive dans les réacteurs, il arrive légèrement du côté d'où souffle le vent. Il n'est pas pile poil en face du réacteur. Oui. Et conséquemment, que se passe-t-il? Il se passe que, et c'est ce que disait Nourdine tout à l'heure, où on affiche la puissance progressivement, on veut accélérer l'avion. On veut accélérer l'avion sans pour autant trop augmenter tout de suite le régime des réacteurs. Ce qui veut dire que l'on va avoir un vecteur vitesse de l'air qui rentre dans le réacteur qui va augmenter du fait de l'accélération de l'avion, ce qui va, par composition vectorielle, ce qui va diminuer l'angle de travers, en quelque sorte, du vent qui rentre dans les réacteurs. On fait ça, justement, on met la puissance progressivement pour éviter que l'air n'arrive en travers et que l'on ait pompage sur les réacteurs. Voilà. On n'a pas le droit, quand on fait un décollage vent travers, on ne doit pas faire un décollage avec poussée maximum sur les freins. Ce que l'on fait quand on doit décoller sur une piste courte ou quoi. Là, quand on a du vent travers, c'est forcément ce qu'on appelle le rolling take-off. Voilà. Pour éviter le pompage réacteur du fait d'une attaque oblique des réacteurs. Voilà. Très bien. Merci, Captain. Ça, c'était une technique d'autant plus importante. Par exemple, sur Boeing 727, c'était très, très important, en particulier sur le réacteur numéro 2 qui était dans le central, donc le central, parce qu'on avait une entrée des réacteurs qui faisait 7 mètres de long, qu'on appelle le S-duct, et qui était très sensible au vent travers, et on risquait de pomper sur le réacteur central très facilement. Voilà. Et même avec un vent de travers violent, vous avez l'autorisation pour décoller? On a des limitations de vent au décollage et à l'atterrissage. On respecte ces délimitations. Alors, si vous voulez, pour les puristes, c'est pas exactement une limitation, c'est que le constructeur vous dit maximum demonstrated crosswind on takeoff and maximum demonstrated crosswind on landing. Donc, vent maximum de travers démontré, donc au décollage et à l'atterrissage. C'est donc durant les vols d'essai, etc. Donc, si vous voulez, c'est le maximum que l'avion peut encaisser compte tenu de sa géométrie, etc., de la position de ses réacteurs, etc., etc. Le tout étant diminué, parce que les gars qui font ça, c'est quand on détermine ce maximum, c'est les pilotes d'essai du constructeur, et comme les pilotes lambda que nous sommes ne sommes pas des pilotes d'essai, il y a un coefficient d'atténuation par rapport à ça. En tout cas, un bon pilote de ligne va respecter scrupuleusement ces limitations, ce qu'on appelle limitation vent travers, qui n'est pas strictement une limitation vent travers, mais on va les respecter parce que en cas de problème, croyez-moi que la commission d'enquête irait tout de suite chercher vous avez décollé avec un vent travers supérieur à la limite ou bien atterri et voilà pourquoi vous avez eu un problème. Voilà. Donc on fait très attention à ça. De pompage réacteur, JB, il n'y a pas de solution? Aucune. Ça tient au fonctionnement même du réacteur. Hein. À partir du moment où il y a de l'air turbulent qui rentre dans le réacteur, il y a un risque de décrochage des orbes de compresseur. Voilà. Mais bon,
En général, tu le sens tout de suite, hein, sur les... Mais, Ah, c'est instantané, hein, tout de suite. Donc, pourtant, quand on a un pompage réacteur, c'est soit un problème de carburation, exact. donc de quantité de carburant qui rentre dans le réacteur, soit un problème d'usure des ailettes des compresseurs. Euh, les réacteurs, je me souviens par exemple les avions qui, comme l'Eco Romeo, quoi, qui faisaient beaucoup le sud, les réacteurs étaient, les aubes des réacteurs étaient un peu déformées par le frottement du sable et ça faisait du pompage réacteur. C'est exactement le même phénomène qui se produit d'ailleurs lorsque l'on a des cendres d'origine volcanique qui déforment qui se collent sur les aubes de compresseurs et ça déforme le profil des aubes et ça provoque du pompage. Voilà. Il y a aussi dû à ingurgitation aussi. Non, oui, alors là, c'est pareil, c'est comme une aube quand on a un oiseau qui rentre dans le réacteur, c'est sûr. Oui. Une bouteille d'eau sur le côté d'une piste ou bien un objet. C'est pour ça qu'il faut toujours signaler les objets lost objects sur le chemin. Et donc, des fois, ça nécessitait l'arrêt de l'avion et que les équipes de nettoyage viennent, parce que des fois, le vent, il ramène des trucs, des détritus et tout. Et il faut absolument les enlever parce que l'aspiration se fait à peu près sur un 330, pour qu'un exemple, dans les 9 mètres. Oh, Ah oui, 9 Mais mètres, ça absorbe énormément, oui. ouais, ça absorbe. Ça... par exemple, avant l'arrivée d'un avion au parking, les gens qui vont faire l'arrivée, hein, les gens du sol qui vont faire l'arrivée, doivent parcourir toute la ZEC, donc la zone d'évolution contrôlée, donc dans laquelle l'avion va se trouver, pour enlever tous les FOD, le moindre FOD. Et on en trouve des FOD, hein, des fois des cadenas de valises, des roulettes de valises, des bouts de papier, des machins, il y a de tout. Hein. Et ils n'approchent l'avion qu'une fois que le rotating est éteint. Anti-collision. Ils n'ont pas le droit d'approcher l'avion tant que le rotating, l'anticol, est en marche. C'est l'acronyme de Foreign Object. Le D, je me souviens pas. Foreign Object Debris. Debris. Hein. Debris. débris. Et pour les vents violents, Captain, est-ce qu'il y a une période dans la saison ou bien ça dépend de l'aéroport? Tu prends Madère, Madère c'est tout le temps l'effort violent. Ça dépend de la configuration de l'aéroport. Où est-ce qu'il Oui. y a et tout. Chez nous, au sud, les vents forts, c'est maintenant, là, voilà. Avril, mai, juin, c'est là où tu as les vents de sable. Exactement. Maintenant, on peut avoir des vents forts parce qu'il y a un cumulonimbus à la verticale du terrain ou quoi au caisse. Hein. Voilà. Tout dépend de la météo. Et avec un vent fort et beaucoup de sable, est-ce que vous êtes autorisé à décoller ou atterrir? Ça dépend de la visibilité et des minima, bien sûr. Ça dépend toujours des minima de décollage. Minima. Avantage chez vous. Nous avons ce ça qu'on donne appelle des minima à l'atterrissage et au décollage. On explique. Les minima se manifestent par une hauteur de la base des nuages et une visibilité horizontale. Donc, par exemple, quand on a des minima à 200 pieds, 400 mètres, par exemple, ok, à 200 pieds, on doit voir la piste et on doit avoir 400 mètres de visibilité. Et on a des minima également au décollage. Les minima au décollage, ils se manifestent, enfin, ils sont exprimés sous la forme de visibilité minimale. Alors qu'il faut savoir que sur une même piste, les minima de décollage sont inférieurs en général aux minima d'atterrissage. Donc, on peut se trouver dans la situation où on décolle d'un terrain sur lequel on ne pourrait pas revenir en cas de nécessité. À ce moment-là, on va être obligé de déposer sur le plan de vol un terrain de dégagement au décollage qui doit répondre à certaines conditions, etc. Maximum 1 heure de vol, etc. etc. Bref. Mais donc on peut avoir un terrain de dégagement au décollage. les minima sont malléables en rapport avec le weight, avec le poids.
Les minima sont en fonction de la catégorie d'avion, A, B, C ou D. Plus l'avion est gros, pour la même précision d'approche. Pour la même précision d'approche. Hein. Je parle par exemple catégorie 1 ILS. Par exemple, je donne un exemple que je connais bien, le 37. On était à 200 pieds et 600 mètres en catégorie 1. Et en 727, qui est le plus gros, on avait 300 pieds, 800 mètres de minima. Voilà. Et en fonction de la catégorie d'avion, pour chaque terrain, il y a les minima de l'État, les minima de l'État, de l'aéroport, et il y a les minima compagnie. Et les minima compagnie sont au minimum égaux au minima d'État. Ils ne peuvent pas être inférieurs au minima d'État. La compagnie peut décider que pour ses avions, au lieu d'appliquer les minima d'État, elle applique des minima légèrement supérieurs. Par exemple, aux États-Unis, quand on a moins de 100 heures de vol sur la machine que l'on a, que l'on pilote, peu importe le nombre d'heures de vol qu'on a au total. Quand on a moins de 100 heures sur la machine, on doit augmenter le plafond de 100 pieds et la visibilité, je ne me souviens plus de combien. Voilà. Non, c'est pas une qualification. C'est effectivement c'est des vols c'est pas tous les pilotes qui font Madère, par exemple. Il faut absolument le faire en exercice. Pour y aller, il faut faire un vol avec un instructeur pour pouvoir pour voir que le gars se débrouille sur cet aéroport. Sinon, il ne le fera pas. Il y a plusieurs aéroports comme ça sur Terre. Hein. Avant, c'était Katmandou. Maintenant, ils ont changé la procédure de Katmandou. Donc, ça y est, c'est bon, les gens peuvent y aller. Mais il y avait une procédure spécifique où il fallait s'entraîner pour y aller. Dans le temps, ils ont passé assez loin. Constantine était aussi considéré comme un aéroport où il y avait une spécificité, des reliefs et tout, avec l'ancienne piste à 32. Maintenant, ça y est, une procédure normale, donc tout le monde y vient, il n'y a aucun problème. Et dans le monde, encore une fois, il y a plusieurs terrains dans ce style. Hein. Donc oui, il faut un entraînement spécifique. Madère, on dit c'est un atoll, non? Madère. Portugal. Ouais. Portugal. Oui, mais c'est un atoll. Si tu veux, la piste est construite sur un atoll. Si tu veux. Ouais. C'est une île. Tu as Atoll, une île. Aussi parce qu'il y a les montagnes, il y a la mer. Toutes les pistes qui sont alignées proches de la mer, il y a souvent la brise de mer, donc le vent de travers, il est très, très commun. Et Et tu as aussi, le phénomène orographique aussi, ouais, avec les montagnes. oui, des montagnes, exactement. Donc c'est pour ça que c'est un peu... Dans ce coin-là, moi j'avais fait Las Palmas aussi, c'est pareil, il y a beaucoup de vent hein, par là-bas. Hein. C'est là où c'est que je voulais en venir, JB. Est-ce que toutes les atolls ont la même problématique? C'est ceux qui sont dans le champ des alizés, des alizés. tout simplement, entre les deux tropiques. Et Captain, Zone de convergence intertropicale. Attends, Sidi Saïd avait posé une question, mais personne n'a répondu à ma question. Ouais, je lui ai répondu, je la retrouve pas. Je suis remonté, remonté. Elle n'est pas passée ta question, hein, Sidi Saïd. Si tu pouvais la reposer. On pose là. Alors, dites-moi la vérité. Oui, Cole, on en a parlé. Elle est ronde et puis c'est tout, il n'y a rien à discuter. Non, ce que j'aime bien, c'est pas ça, c'est pas le reste de la question. Dites-nous la vérité, comme si on est en train de cacher quelque chose. Dites-nous la vérité. Vous avez la science infuse. Vous avez un secret. Dites-nous la vérité. Là, il ne faut pas parler. Là, on a signé un document. Ouais. L'autre jour, ils m'ont dit, vous êtes vraiment pilote? Oui, j'ai dit oui, j'étais vraiment pilote. Il me dit parce qu'il y a des pilotes avec nous qui nous ont dit que la Terre était plate. J'ai dit ils n'ont peut-être pas dépassé le niveau de l'aéroclub. Voilà. Non, il a raison, hein, quand il te dit ça. J'en connais, hein. J'en connais qui. Un stagiaire dont on m'a dit, alors je lui faisais cours de navigation,
Et un jour, ses collègues sont venus me voir et ils m'ont dit, vous savez, commandant, que j'étais un platiste. J'ai dit, écoutez, je vais pas me mettre ça dans la tête parce que sinon je vais le sortir de la classe, donc c'est pas la peine. Quelle déception quand, quand tu te casses la tête à instruire un élève comme ça et puis qu'il se retrouve Non. comme ça dans des dérives comme ça. Mais... Il aura aucun avenir, c'est tout, point à la ligne. Humanisme, mais bon. Non, ces trucs-là, je vais te dire, c'est encore une fois, tu vas prendre des gens du Moyen-Orient, ou la même de chez nous, qui peuvent te dire ça, ou la même en France, ou là partout, ils vont te dire ça. Encore une fois, ils sont dans le concordisme, c'est tout. Et ils veulent absolument coller ça avec ça, c'est tout. Et en général, c'est Gregor Effect. Gregor Effect. Et ceux qui n'ont pas de savoir à ce niveau-là, c'est eux qui vont étaler beaucoup de choses sur beaucoup. Ouais. Il y a un truc, moi je l'ai vu, l'autre jour j'étais comme passager, et puis je voyais sur l'écran devant moi la carte du vol, bon. Et puis c'est vrai, comme c'est une Mercator, c'est représente, enfin disons c'est une projection Mercator. Donc un cylindre, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la Mercator, c'est une projection qu'on utilise et qui en fait projette tous les points de la Terre sur un cylindre de papier. On imaginait un cylindre de papier autour de la Terre qui tangenterait la Terre au niveau de l'équateur, d'accord? Et puis un cylindre. Et imaginez, bon, c'est pas comme ça qu'elle est construite, mais bon, on va pour l'imagination, imaginez une petite lumière au centre de la Terre et qui projetterait, à partir de ce centre de la Terre, qui projetterait tous les points de la surface du globe sur ce cylindre. Il est évident que, puisque c'est un cylindre, il est évident que les deux pôles ne peuvent pas être représentés, puisqu'ils sont à l'infini, très bien. Et quand vous regardez la carte que vous avez devant vous dans l'avion, sur le petit écran que vous avez devant vous, c'est une projection Mercator. Et donc, enfin, ça représente un peu une projection Mercator. Et en bas, quand vous regardez en bas de l'Afrique, il y a tout le bas de l'écran est occupé par du blanc. Et il y en a qui pensent que c'est le fameux mur qui croit exister au niveau du pôle sud. Voilà. Et quand on fait un vol transocéanique, quand il y a l'orthodromie, donc quand on suit l'orthodromie, on la voit comme étant une courbe, parce que sur la Mercator, effectivement, l'orthodromie qui est la ligne droite sur la Terre, sur la Mercator, elle est représentée par une courbe dont la concavité, donc le creux, est tourné vers l'équateur. Donc c'est pour ça qu'elle est représentée comme ça. Mais si on représentait la Terre sur une Lambert, une projection Lambert qui est un cône, la surface de projection est un cône qui tangente la Terre le long d'un parallèle, on va dire, par exemple au 45 degrés nord, eh bien à ce moment-là, quand on se situe aux alentours du 45 degrés nord, l'orthodromie est représentée quasiment par une droite. Et à ce moment-là, on aurait une toute autre vision. On verrait bien la ligne droite. Bon. Mais pour l'écran, ils ont utilisé une projection Mercator qui est la plus pratique, etc. Et puis c'est pas une projection pour la navigation. Enfin, dans ce cas-là, c'est pas une projection pour. Donc mais je suis persuadé qu'ils se basent là-dessus en grande partie comme étant, pour eux, c'est une preuve qu'on est en train de considérer la Terre comme étant plate. Voilà, c'est tout. Sur le globe, JB. Sur un globe, c'est par exemple la carte Michelin, qui est en fait, la carte Michelin, c'est une projection de. Alors attends que je crois me rappeler, c'est la projection de Beaune, oui, B-O-N-E. En fait, c'est des petites facettes. C'est un peu comme tu vois les boules à facettes dans les boîtes de nuit là. Voilà, c'est un peu comme ça. On projette la surface de la Terre sur des petites surfaces planes. Sauf que cette projection-là, elle a un grand défaut, c'est qu'elle n'est pas conforme. C'est-à-dire que les angles sur la Terre ne sont pas représentés, un angle sur la Terre n'est pas représenté par le même angle sur la carte. C'est ce que tu dis dans NASA. Ce qui pose un problème fondamental en navigation. En navigation, on doit avoir des cartes qui sont systématiquement conformes. C'est-à-dire que un angle de 30 degrés sur la Terre est représenté par un angle de 30 degrés sur la carte. Alors, c'est utilisé par la NASA? Ah oui. Et pour avoir cette... Non, c'est utilisé essentiellement pour des cartes représentatives, je te dis comme les cartes
les cartes Michelin, etc. Mais pour les Mais smartphones, en navigation aérienne, on a besoin systématiquement de cartes qui sont conformes. Alors, la propriété de conformité, pour qu'une carte soit conforme, une projection soit conforme, ça exclut d'autres propriétés. C'est-à-dire que les surfaces ne sont pas conservées, etc. Il y a plein de choses. Mais le critère fondamental que l'on veut avoir, c'est la conformité, c'est-à-dire l'égalité des angles sur la Terre et sur la carte. Voilà. Pour mesurer On les peut routes, les l'avoir caps, sur etc. Internet? Pardon? Est-ce qu'on pourrait l'avoir sur Internet, la carte? La projection? Ben, les projections de Bonn, là, Oui. ah, je sais pas, oui, peut-être, oui. Enfin, moi, je m'intéresse pas à ça parce que c'est pas des cartes conformes. Mais par contre, vous pouvez voir sur Internet, où je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, hein, sur les différentes. Je crois que j'en ai fait une. Oui, oui. Si vous regardez dans mes vidéos, je crois qu'il y a une vidéo sur les cartes. Oui. Il y a une Oui, vidéo sur les cartes. t'en as une sur les Oui, cartes, oui. absolument. Vous aurez Je vais voir. la Mercator, la Lambert, la stéréographie Iconique, polaire, voilà, couleur stéréographique. qui sont les trois projections qu'on utilise en navigation aérienne. Sinon, Nordine, sur Airbus, Ouais. tu as des boutons irréversibles qui ont des caches rouges. On est d'accord sur ça, c'est irréversible. En Mais vrai, tu as aussi tu as des boutons qui ont des caches, des caches grillagées, on va dire ça comme ça, grillagées. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? non, le pourquoi il est simple. Tout ce qui est grillagé, c'est en haut dans les trucs utilisés seulement par la maintenance technique quand ils veulent faire des essais. Par contre, les guarded, tu prends les IDG des moteurs, des réacteurs. Si tu appuies dessus une fois que tu as une alarme d'un IDG par exemple, tu ne peux plus le remettre. Par contre, une gênée, tu peux l'enlever, la remettre. Et là où ils te mettent un guard, c'est qu'ils te disent, c'est une checklist spécifique, quand tu l'utilises, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que tu vas l'enlever du système carrément. Et donc tu vas faire autre chose pour parer au problème que tu as. Mais tu prends par exemple le grillagé, je vais te donner un exemple, sur les hydrauliques en haut par exemple, sur le TAO pour tracter l'avion, voilà, mais tu n'as pas Ça, de c'est mal. sur le overhead panel. L'overhead panel, exact. Et c'est fait, et d'ailleurs c'est expliqué dans ce qu'on appelle le CB explicatif, les circuit breaker explicatif. On te donne les spécificités. Ça, c'est pour la maintenance. Ça, c'est pour le personnel. Ça, c'est pour utiliser les checklists. Ça, c'est pour faire ça, ça. Voilà. Mais, voilà. Et on apprend ça pendant la QT, la qualification de type. Et tu n'as pas le droit d'y toucher comme ça. Par contre, tu as d'autres guarded que tu peux, comme la RAM R. C'est pourtant fermé. Tu peux la resetter. Ça fait partie des resets. Tu as des resets et des non-retours. Voilà. Avec redondance. Oui, mais la redondance, elle se fait par le reste de la checklist. Tu as autre chose à actionner pour que ça puisse fonctionner. Mais un IDG, si tu l'enlèves, ça est terminé. Et c'est pour ça qu'il y a deux IDG deux réacteurs. Donc il y a deux IDG. T'as l'huile et tout. C'est au niveau d'indication de l'huile. Si par exemple il y a une surchauffe, ça va s'aligner sur l'ICAM. Et il y avait un bulletin qui disait, allez, si tu perds un IDG et que tu l'enlèves, ça y est, tu ne peux plus remettre. Si tu perds le deuxième, ben, il ne faut pas l'enlever. Il faut le laisser jusqu'à ce qu'il crame. Parce que là, si tu l'enlèves, ça y est, tu t'es mis volontairement dans le noir. Ces réacteurs le FADEC ne va pas comprendre, il va comprendre qu'il a un problème, il va peut-être te couper un réacteur, etc. Donc il y a toujours des systèmes d'échappatoire. Ne t'en fais pas, il y a toujours 60% de sécurité appliquée sur les systèmes, de marge de sécurité. 60% à peu près, sur tous les systèmes. Non, on n'avait pas des systèmes comme ça. Il fallait faire attention à certains. Alors, ce qu'il y avait, il y avait certains switches qui étaient tenus. Alors, ils avaient un couvercle par-dessus et qui étaient tenus par un fil à freiner. Donc, par exemple, il y avait des déconnexions d'entraînement alternateur, les déconnexions de CFD.
si on avait bon, j'explique. Le réacteur tourne à un régime qui est le régime qu'on veut bien lui donner, mais pour que l'alternateur débite du 115 volts 400 Hz, il faut qu'il tourne à vitesse constante. Donc on a un système qu'on appelle le CSD, Constant Speed Drive. Bon, maintenant, il s'appelle différemment, mais c'est toujours le même principe, qui permet de faire tourner l'alternateur à 6000 tours minute, quel que soit le régime du réacteur. Et ces CSD marchent avec de l'huile, etc. Et quand la température elle augmente, ou enfin il y a des paramètres, des limites, hein, ou baisse de pression d'huile, etc. Pour éviter d'endommager les réacteurs et la gearbox, on est obligé de couper le CSD. Alors là, bon, c'était des switches sous garde avec un fil à freiner dessus. Donc là, on cassait le fil à freiner, on déconnectait. Il n'y avait plus moyen de reconnecter en vol. Il fallait attendre d'être au sol pour pouvoir reconnecter le CSD. Voilà, c'est le même principe. Voilà. Sabri, salut. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Salut Sabri. Bonjour. Bonjour, Bri. Alors, ouais, ça va, tranquille et vous? Ça roule. Where are Ça you? roule. Where are you? Ça roule, Je suis à Alger, je viens de rentrer d'un vol là, je suis chez moi, c'est bien, c'est bien. en détente complète, si je C'est puis bon. dire. Vous avez tous le bonjour de Mourad Amraoui, il est venu avec moi ce matin sur Paris. C'est gentil. Voilà, il m'a dit ça fait longtemps que je suis pas venu parce qu'il est occupé, sa maman est un peu souffrante, donc il s'occupe de sa maman. Ouais, je lui ai parlé la dernière fois, je lui ai parlé au téléphone. Il est occupé Il avec ça. m'a dit, il m'a dit justement que tu étais à Alger il y a pas longtemps. J'ai fait un aller-retour. Ah, ok. Arrivée-départ. Arrivée-départ. Arrivé départ, hein. Oh, ouais. Je suis même passé, j'ai expliqué à JB, je suis passé à la DG. Ouais. J'ai trouvé ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était bien. Hein. C'était la première fois Le, que le- le- le bâtiment, tu veux dire? Oui, l'édifice en lui-même, je parle d'édifice. Sincèrement, il était temps qu'on ait une direction générale digne de ce nom. Oui, Et là, franchement, ils ont fait du très bon boulot. c'est vrai, c'est vrai. Tu as 3 étages de parking en sous-sol. Qu'est-ce que j'ai vu, oui. Ouais. Et en plus, après, tu as 8 étages de bureaux et il y a de la place, hein. Il y a encore plein de bureaux vides, tout ça. Il y a tous les services. Et il y a quasiment tous les services. Tu peux dire même 90% des services sont tous à la direction maintenant. Et là, on essaye de récupérer quelques salles de cours. Enfin, des salles pour faire des salles de cours, pour ne plus aller à Cuba Exact. pour faire les cours de, tu sais, le DGR, CRM, sécurité, blablabla. Ce qui est intéressant. Et je crois que les PNC, ils ont déjà obtenu les bureaux pour comment dire, pour emmener le SIP. Tu te rappelles le SIP là? Oui, oui, comme d'habitude, hein. C'est toujours les Il premiers. Ah, mais je pense qu'il était temps qu'il le fasse. Le SIP HADAC, il était franchement. Obsolètes. Dis-moi, Sabri, on en parlait justement tout à l'heure. On parlait de tout ça. On parlait de Odin. Bon, tu parles de 90% des services dans cette nouvelle bâtisse, mais Odin, donc, qu'est-ce que ça devient? Odin n'appartient pas à Air Algérie. Exact. Odin, Il y a des services actifs maintenant là-bas. je pense qu'ils ont dû laisser l'agence au rez-de-chaussée, l'agence Air Algérie, on va dire historique de la place Odin, elle est restée. Mais je pense qu'ils ont tout libéré là-bas. Il y a aussi, juste le début de la montée de l'avenue Mohamed Kham Sadek, il y avait la direction commerciale, je crois, là-bas. Dès qu'aussi, je crois qu'ils l'ont transféré. Et il reste encore les bureaux de la direction régionale, Wen Zéro Youssef. Elle dit, je ne sais pas ce que Jabouha le Bab Zouar ou la Khallawa, je ne sais pas du tout. Alors, ce que j'ai bien aimé, je suis sûr qu'ils sont à l'écoute. Hein, j'ai rencontré bon, les gars du 3e, t'as la paye, le 6e, t'as les autres, la DO et tout. Et j'ai trouvé que le bureau du chef de la statue, l'organisme payeur, celui qui paye tout le monde, c'est tout payeur, il avait un bureau exigu. Je lui ai dit, ça, c'est pas normal, donc bureau c'est. Ah, je sais pas, je connais pas tous les bureaux, j'avoue. Oui, En bon, tout cas, les bureaux de la DO, le Haq, ils sont très très bien faits. Le bureau du DO est très bien. Bah, franchement,
C'est incomparable avec ce qu'il y avait avant et maintenant, c'est incomparable. C'est bien. Ouais, c'est bien que la compagnie se soit dotée des moyens quand même Oui, bah, représentatifs en plus. Hein. ouais, bah, bien sûr. Tu te rends compte que ça fait quand même presque 60 ans qu'on est à Audin, il était temps qu'on ait notre direction. Et là maintenant, par exemple, quand il y a des étrangers qui viennent pour, pardon, pour discuter avec la direction d'Air Algérie ou certains services, franchement, ça fait. Tu sais qu'il y a même une cantine, une cantine, un self. Il y a une infirmerie. Il y a là la dernière fois, j'ai parlé avec quelqu'un là-bas. Que ça serait bien de faire une garderie pour Oui. les dames qui viennent et qui sont toujours inquiètes pour leurs enfants qui sont à la crèche. De faire une crèche là-bas et ça va faire gagner déjà du temps et ça va augmenter la rentabilité de ces dames, puisqu'elles seront moins embêtées du fait de savoir si leur gamin, enfin bref. Et même orienté, quand tu travailles pas Oui, bien, mais les enfants vers la crèche. il était vraiment grand temps pour Air Algérie. Il était vraiment grand temps. Oui. Mais le seul défaut, hein, comme ça, c'est que Babzoar, quand on travaille là-bas, moi j'ai travaillé à Babzoar, franchement, c'est une calamité pour y aller le matin, pour rentrer l'après-midi, c'est une calamité. Hein. Ça franchement, là c'est la Tu route hein, qui est sais, problématique. ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais Morad, donne-moi un endroit à Alger où c'est pas la calamité avec le transport C'est clair, et c'est la clair, c'est clair. circulation. Absolument, absolument. Moi, je te rejoins dans cette idée de dire qu'ils auraient pu faire un peu plus de transport public, transport en commun, dans cette zone de Bebzouar qui est devenue un centre vraiment névralgique à Alger. Toutes les directions, les administrations, bientôt, tout le monde est là. Toutes les banques d'Algérie ont bâti leurs immeubles. Ouais. La Sonelgaz, Air Algérie, l'autre, Algérie Télécom. C'est formidable ce qu'ils sont en train de faire. Mais il n'y a pas de transport. Ouais. Que Il n'y a pas. s'il y avait eu un métro pour y aller, Juste le jamais j'aurais métro. pris la voiture. Jamais j'aurais pris la voiture, Mais bien sûr. je te dis mieux que ça. Juste derrière tout ce centre d'affaires, derrière, tu as les rails du train. C'est vrai. Tu as la gare de Dabbaïda qui est pas très loin. Ouais, Il ouais, ouais, suffisait ouais. de faire une station, un nouvel arrêt qu'ils nomment comme ils veulent, hein. Et ça aurait réglé le problème. Les gens peuvent descendre directement jusqu'au centre-ville d'Alger et après prendre le métro éventuellement. Enfin bref, c'est le grand souci de toute façon chez nous, c'est le transport, hein. Transport en commun, je parle, hein. Qu'est-ce qu'il en est, Sabri, des GP? Ça a été réglé ou pas? Les GP, ça a été signé, la convention collective a été signée aussi bien par l'UGTA que le SPLA. Les techniciens et les PNC, pour l'instant, n'ont pas encore signé, d'après ce que je sais, hein. Et dans ça, eh ben, on a acquis quand même pas mal de choses, parmi lesquelles l'ajout d'un GP, je crois, par navigant et famille de navigants, enfin direct quoi. Mais on a posé aussi la question sur le site, le portail comme on dit, qui est comment on dit, enfin quoi, comme s'ils étaient en train de le réparer, en réparation, enfin c'est un autre terme. Qui En depuis plus maintenance. En maintenance. à maintenance, oui, depuis plus de 2 mois. Alors moi, j'imagine par exemple les retraités pour demander un GP, ça va être compliqué quoi pour eux, hein, parce qu'il y avait un espace dédié aux retraités, entre autres, hein, mais même les autres services, je sais pas ce qui se passe là, je sais pas ce qui se passe. À toi de répondre à Blanche, hein, Nordine. Les Algériens parlent en arabe. D'abord, qui te dit qu'on est Algérien? Hein? Pourquoi? On ne sait pas parler en arabe. Sibhina, blanche, blanche, avec un O. Sibhina. ما نهضروش بالعربية. نهضروا غير بالفرنسي. قالت لك سوارة، سوارة ça veut dire هذه تونسية هذه مش جزائرية. إيه هذا بابا.
Blanche, blanche et تكون تونسية, elle doit pas être algérienne. Eh ben oui, surtout qu'elle est blanche. Elle est blanche et blanche. Et tu sais pourquoi les Tunisiens, quand tu parles français, يقول لك تهدر سوري. Eh, souris. Et tout simplement, à l'époque de enfin, quand la France occupait la Tunisie, pour faire apprendre le français, ils avaient ramené des profs de Syrie. Ouais. Il y a Donc des- les Syriens venaient se présenter et pour eux, le français, bah, c'était du syrien, c'était pas du français. Donc يقول لك تتكلم سوري. On va apprendre à parler syriaque, gars. Syriaque. Syriaque. Tu as un Bedjaoui qui demande avez-vous déjà atterri à l'aéroport de Béjaïa? Je pense que tous les pilotes algériens ont atterri à Béjaïa, tous. Pas moi. Du coup, qu'on dit, ouais, c'est vrai. Les faits, Béjaïa. Oh oui, moi aussi, moi aussi. France, Béjaïa, c'est je la me plus belle rappelle France en de. Algérie. Alors, Béjaïa, je me rappelle de Rahmoud de Chlalou, Lounis. Qui lui, me semble-t-il, c'est. Allah yarhamou, ouais. Me semble-t-il, c'était lui qui avait justement fait des essais justement pour l'ouverture de cet aéroport. C'est ce qui se dit, hein. Je ne sais pas exactement si c'est vrai ou pas. Tu peux confirmer, Nordine? Je crois. Qu'est-ce que tu m'as dit? Lounis, Chlalou. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. J'ai pas de souvenir à ce niveau. C'est possible, hein, oui. C'est possible il ait fait peut-être la réouverture, un truc comme ça, mais le terrain, ça existait depuis longtemps. Oui. Oui, non, moi je me suis posé à Béjaïa bien avant que chez Lalou soit commandant de bord. Hein. Mhm. Ouais. Mourad Amiri dit qu'il travaillait dans la navigation aérienne à l'aéroport de Rabat. Moi, je peux dire que Mourad Amiri, il a le MMA Il est puissant si on se pose un peu court, un peu long. La piste n'est pas très très longue, mais enfin bon. De toute façon, un bon atterrissage, c'est celui qui se termine sur la piste. Hein. Voilà. Exact. Ouais, tant qu'à faire. Certains types d'avions hein, qui atterrissent là-bas. Hein. Oh, il y a le 320, le 37. En 727, hein. Avant On a, ouais, 727, qui était quand même très lourd. Mais un 330 pourrait atterrir à Béjaïa, mais c'est pas sûr qu'il puisse rouler, parce que je me rappelle pas s'il y avait beaucoup d'espace. ben, il n'a pas d'espace. Sur la raquette, là. Les taxiways et les raquettes, c'était pas, Ouais, c'était ouais, pas je terrible. pense. Hein. Déjà, même en 727, c'était limite. Hein. Ouais. C'est vrai. Ah oui. L'euro-million, il est à 250 millions. Hein. Sinon, pardon? L'euro-million, il est à 250 millions aujourd'hui. Ah, il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent. Hein. Alors, donnez-moi tous, comme vous êtes ici, donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 50. Je Allez-y. te donne le 17. Vas-y. Le 17. Avec des glaçons, hein. Zid, Avec des 13. gazons. Hein. j'y vais. 50, c'est ma date de naissance. 31, Ouaran. Donnez-moi 2 chiffres entre 1 et 10. Ah, non, moi, j'ai donné le 13. Ah, le 13 a été donné par hasard. Ah, d'accord. Il n'y a pas de 13 entre 1 et 10. Le 7, Nordine, le 7. Oui. 7. Je sais pas si tu as entendu le canular téléphonique de Jean-Yves Lafesse qui fait ça pour le loto. Tu l'as pas entendu? Non, il appelle quelqu'un, il lui dit que voilà, je fais le loto. Alors il lui demande d'abord combien il a dedans. Machin, tout ça. Après, il descend plus bas. Quoi. Alors moi j'ai dit le 6, hein. J'ai dit le 6, moi. Ça y est, c'est terminé. Ça y est, je vais pas. C'est des séries. Tu as... 50 briques. Il ne me regarde plus la gueule. Ça y est. C'est des séries. Tu avais dit que tu avais posé une question. On ne l'a jamais vu, ta question. Nordine, il fallait écrire les noms à côté de chaque chiffre. Comme ça, si tu Ok. tu partages avec celui qui a donné le chiffre. Je connais. Il n'y a pas de problème. Sinon, je vous fais un virement de char. Total Recall.
Total Recall, on ne veut pas faire de publicité pour aucune école sur ce live. Donc vous regardez sur Internet, vous avez plusieurs écoles en Au fait, Algérie et puis ouais. vous faites votre Au fait, sélection. je voulais vous en parler, excuse-moi, ça va être 2 minutes, c'est rapide. Je voulais t'en Fadal, parler, fadal. Nordine. J'étais en discussion avec quelqu'un sur TikTok qui avait publié une vidéo sur une école, sur Oran, à côté du consulat de France, School Aviation. Tu Ouais. connais cette école ou tu connais pas? Ah, je Il lui y ai a posé pas la mal, question. Hein? il y a eu pas mal d'écoles qui ont été avec même le truc des emblèmes dehors, que quoi, t'as fait compter, pas, ouais, t'as un truc. C'est du Lesbos, c'est du Khorté, mais jamais ils ont vu le jour. Et justement, donc moi je lui disais que bon, en général, il y a des gens qui nous posent des questions à savoir s'il y a des écoles du côté d'Oran, etc., etc. Et je lui ai demandé à savoir quelle était la date de création de cette école. Il a été vexé, le propriétaire. Mais c'est une question d'ordre privé. Ah, il fait, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec. Donc, vas-y. Avant d'investir les sommes qui sont demandées, il est quand même logique que le client se renseigne sur la structure, sur qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, c'est ça, il faut pas exagérer quand même. Je me rappelle même d'une discussion avec une dame sur le même forum qui avait payé pour son fils et qui en fait s'était fait, entre parenthèses, arnaquer. Et on lui avait dit la même chose, qu'avant d'investir, il vaut mieux poser les bonnes questions, euh, demander la qualité des profs, le matériel, les avions, les simuls, etc., les salles de cours, etc., etc. Mais effectivement, oui. Tu peux Demander à pas. quelqu'un depuis quand elle est créée, c'est pas non plus. Puis de but en blanc, je vais te dire, avec une réponse comme ça, il va pas attirer beaucoup de monde. Hein. Ah bah c'est sûr, tu vas lui dire bah ciao, adieu. Hein. Sabri, Ah baba. Baba, tu es. Juste après le live, je vais t'appeler parce que j'avais un truc à te. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Les gars, le chat. Ouais. JB, Merid, voilà, Allez, ciao, Eddie, ciao les amis. Ciao, À bientôt. salam Ciao. alaikum. Ciao, allez, ciao. Allez, salut tout le monde. Bonne Allez, soirée. ne faites pas les Bonne fous. soirée. Allez, Oui, bonne oui. je continuation. vais faire moi. Allez, Ciao, à ciao. tous. Ciao. Allez, ciao, ciao tout le monde.